Les conseillers en gestion de patrimoine ont en fait une compétence assez large. Je dirais que dans chaque cabinet, on a des compétences plus ou moins différentes, mais globalement, on a des compétences juridiques, fiscales, financières. On peut travailler également sur tout ce qui est préparation de la retraite, cession de fonds de commerce, selon les cabinets. Et puis pour certaines clientèles de très haut de gamme, on peut être amené à leur apporter un conseil de type family office, c'est-à-dire qu'en fait, on va intervenir en tant qu'individu dans la cellule familiale pour gérer la fortune familiale et également préserver l'entente familiale. Pourquoi? Tout simplement dans les gros dossiers patrimoniaux, il peut y avoir parfois des discordances dans les différents héritiers, il peut y avoir parfois quelques tensions, parfois quelques personnes un peu externes à la famille. Et donc le rôle dans ces cas-là du family officer, donc du gérant de 1854 patrimoine ou d'une autre société, ça va être d'intervenir pour éviter qu'il y ait des tensions, pour essayer d'apaiser les choses de manière à, entre guillemets, protéger le patrimoine familial. Alors en fait, faire fructifier son patrimoine, c'est une chose qui n'est pas facile, qui n'est pas aisée. On a besoin de connaissances juridiques, de connaissances fiscales, financières. Les clients qui font appel à nous, généralement, sont des gens un petit peu déçus par les réseaux bancaires, donc on peut avoir des expériences malencontreuses. Et donc ils viennent vers nous parce qu'ils veulent comprendre pourquoi ils prennent telle ou telle décision. Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, c'est vraiment de motiver les propositions, d'expliquer aux clients les avantages et les inconvénients de telle ou telle solution. Ce qui permet en fait de donner aux clients tout simplement les clés de la compréhension de l'organisation. Et à partir de là, il est acteur de son choix et il prend des décisions de manière totalement éclairée. C'est très variable. Vous avez des conseillers qui vont commencer à travailler pour le compte d'un client à partir de 10 ou 15 000 euros. À côté de ça, vous avez des conseillers type gestion de fortune qui vont intervenir qu'à partir de plusieurs millions d'euros. Donc je dirais que chaque cabinet a son propre modèle économique. En ce qui nous concerne, aujourd'hui, on considère que l'on peut faire un travail, on va dire, de qualité auprès d'un client qu'à partir du moment où on engage un investissement minimum de 400-500 000 euros. En dessous, on sera difficilement en mesure d'accompagner nos clients dans la durée pour des raisons de coût. Et à partir de là, on préfère refuser de travailler avec un client plutôt que de prendre le risque de diminuer la qualité du travail pour le reste de notre clientèle. Une bonne allocation d'actifs, déjà, il faut partir de la problématique de l'âge du client, de son horizon d'investissement et de son aversion au risque. Premier point, parce qu'en fonction de l'âge, on peut avoir des allocations d'actifs qui soient pérennes, mais qui ne soient pas forcément tout à fait les mêmes. Deuxièmement, pour moi, une bonne allocation d'actifs, en fait, c'est une allocation qui va être diversifiée. C'est-à-dire qu'en fait, le terme qu'on utilise, c'est la notion de décorrélation. C'est-à-dire que les actifs doivent se comporter de manière différente dans un contexte de marché identique. Et donc, ça va permettre, une bonne allocation d'actifs, d'absorber les chocs de marché, d'avoir une croissance, on va dire, régulière du patrimoine. Le PERP est un contrat d'assurance vie donc, qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt via les versements que l'on peut effectuer chaque année dessus. La contrepartie, c'est qu'on a une obligation de sortir en rente au moment de la retraite. Donc il existe quelques conditions de sortie anticipée, mais qui sont extrêmement rares. Pour moi, c'est un produit qui permet effectivement une défiscalisation avec un risque de redressement qui est inexistant. Par contre, la contrainte en fait, de sortie en rente nécessite quand même d'avoir un bénéfice au niveau de la réduction d'impôt assez important. C'est pour ça qu'on le réserve à une clientèle qui a des gros revenus et notamment qui va être taxée sur des tranches marginales d'imposition à 30 ou 41%. En dessous, le gain fiscal à l'entrée est complètement gommé par le fait qu'on est obligé quand même d'attendre la retraite pour pouvoir récupérer l'équivalent de la somme placée, mais sous forme de rente et non pas sous forme de capital. En fait, la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale a pour vocation de mettre tous les biens des deux époux en commun et ensuite, au moment du décès, d'attribuer l'intégralité du patrimoine sans ouverture de succession au profit du conjoint survivant. Donc ça a l'avantage de protéger le conjoint, mais ça a aussi l'inconvénient de prendre un risque vis-à-vis des héritiers, puisque les héritiers n'hériteront eux-mêmes qu'au second décès.
Et donc à partir de là, il peut y avoir un déséquilibre. Donc la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale n'est recommandée que dans des cas bien particuliers, notamment des clients qui peuvent très bien ne pas avoir d'héritier. Dans ces cas-là, c'est le meilleur moyen. On évite de passer chez le notaire, on n'ouvre pas de succession et ma foi, on organise les choses pour que la transmission se fasse au profit de tierces personnes au second décès. Alors, cette technique en fait, de régime matrimonial a été très pratiquée dans le passé, notamment par les notaires, et on voit aujourd'hui les conséquences. Pour moi, c'est vraiment le changement de régime matrimonial pour passer en communauté universelle avec clause d'attribution intégrale est vraiment à prendre avec précaution. C'est-à-dire que c'est des situations bien spécifiques. Lorsqu'on est en présence d'enfants ou d'héritiers réservataires, il vaut mieux éviter le recours systématique à ce genre de méthode. Alors, la communauté universelle, par définition, on met tous les biens en commun, mais on n'est pas obligé de procéder à la mise en place de la clause d'attribution intégrale. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, imaginons qu'on ait deux patrimoines très divergents, qu'on ait 500 000 € d'un côté et 2 millions d'euros de l'autre. Pour rééquilibrer, on peut passer en communauté universelle, ce qui fait que les 2,5 millions seront 1 250 000 d'un côté et 1 250 000 de l'autre. Pour autant, au moment du décès, il y aura bien une ouverture de succession. Donc dans ces cas-là, les héritiers réservataires, les enfants, seront appelés à la succession. Donc c'est deux choses vraiment différentes. Mais c'est vrai que traditionnellement, les gens, quand ils changent le régime pour passer en communauté universelle, dans 95% des cas, ils mettent en place la clause d'attribution intégrale. Alors en fait, il y a plusieurs choses à savoir, mais déjà pour commencer, il y a à peu près 10% des familles en France qui sont des familles recomposées, c'est-à-dire que ce sont des couples qui vivent avec des enfants communs et non communs dans un même domicile. Il y a plusieurs choses. On peut vouloir protéger son nouveau conjoint, on peut vouloir protéger ses premiers enfants, ou on peut vouloir carrément rétablir l'équité entre tous les enfants. Parce que parfois, quand on récupère des enfants en bas âge, au bout de 15 ans de vie de famille, on n'a plus envie de faire de différence entre ses propres enfants ou les enfants du conjoint. Dans le cadre de la préservation du conjoint, en fait, il faut bien prendre conscience aujourd'hui que lorsque l'on est marié, le conjoint devient un héritier à part entière. À ce titre, il bénéficie, en cas de décès de la personne, d'un quart du patrimoine en pleine propriété. Si jamais on souhaite en fait protéger les enfants du premier lit, il faut absolument prendre des dispositions pour contrecarrer ça, tout simplement parce que le quart du patrimoine qui va sortir au profit du conjoint survivant ne reviendra pas dans le patrimoine des héritiers du premier défunt. Donc, dans ces cas-là, on peut prendre des dispositions spécifiques, comme notamment, pourquoi pas, déshériter son conjoint de manière à éviter ce genre de problème. Après, on peut avoir la volonté, au contraire, de rétablir l'équité entre les enfants, et dans ce cas, on peut mettre en place une procédure d'adoption croisée qui permet en fait d'hériter de chacun des conjoints sans remise en cause du lien de filiation d'origine. La conclusion, c'est assez simple, c'est que chaque famille est très différente. On a des problématiques particulières dans chaque dossier. Et donc on a besoin non seulement de commencer par un audit patrimonial, d'identifier les vraies problématiques et ensuite de mettre en place des solutions sur mesure. Et enfin, le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, c'est aussi d'accompagner son client dans le temps. L'accompagnement dans la durée en fait, permet vraiment de tisser un lien de confiance. Et c'est, je pense, la grosse différence que l'on peut avoir aujourd'hui par rapport à un partenaire bancaire, où en fait on a un changement de conseiller tous les 3-4 ans pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, le conseiller en gestion de patrimoine s'inscrit vraiment dans la durée, contrairement à un conseiller bancaire.